Matin Week-end. 6h-9h, Alexis de la Fléchère. Et à 8h12 sur Europe 1, Alexis, vous recevez Olivier Jaoui, président de l'association Vie Privée 7 octobre et membre de la famille d'Ofer Calderon, ancien otage franco-israélien, libéré le 1er février dernier après 500 jours de captivité dans les tunnels de Gaza. Bonjour Olivier Jaoui. Bonjour. On va revenir évidemment sur le plan de paix de Donald Trump à Gaza. Tout doit être signé normalement demain en Égypte. On va revenir aussi sur la libération promise par les terroristes du Hamas de libérer tous les otages demain. Mais d'abord, Olivier Jaoui, pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne le savent pas, vous êtes donc le cousin d'Ofer Calderon, ex-otage franco-israélien. Il a été libéré en février dernier après quasiment 500 jours d'horreur dans les tunnels de Gaza. Ses deux enfants, Sahar et Erez, captifs également, ont été libérés avant leur papa. Première question, comment vont-ils aujourd'hui, physiquement et psychologiquement ? D'accord, très bien. Je me permets d'ajouter hélas à l'histoire terrible de ma famille, que également je suis le cousin de Carmela Dan, qui a été assassinée à 80 ans le 7 octobre à Niroz. Elle a été mitraillée, son corps ensuite calciné, et avec elle, sa petite fille Noya, 12 ans, Noya Dan, 12 ans, qui a aussi été mitraillée de sang-froid et son corps calciné. On les a retrouvés enlacés toutes les deux à Niroz, je le rappelle, car dans les kibbutz, évidemment au kibbutz Niroz, ce sont tous des Français, aussi bien Carmela, Noya, et donc les Calderon. Écoutez, les Calderon, ils sont libérés, Ofer a été libéré, vous l'avez dit, après presque 500 jours, 500 nuits de captivité entre les mains du Hamas. Écoutez, ça va pas fort, ils sont libérés, donc tant mieux. Bien entendu, Ofer, qui doit avoir maintenant 53 ans, a encore beaucoup de mal à se remettre. Il le dit d'ailleurs très clairement, il est encore en partie, dans sa tête, il est en partie à Gaza. Il dort mal la nuit, il a beaucoup d'inquiétudes. Enfin, ils ont des syndromes, je suis pas spécialiste, je suis pas psy, mais des syndromes, je crois, ce qu'on appelle post-traumatique. Même les enfants, ils ont eu 52 jours, 52 nuits de captivité. Sahar, qui a 18 ans, qui est une jeune fille qui est plutôt forte, elle a toujours été assez forte. En tout cas, elle prend sur elle. Erez, le garçon qui a maintenant 14 ans, lui, ça va pas. Il va quasiment pas au collège. La nuit, il se réveille. Il fait très souvent pipi au lit, à 14 ans. Et il a encore, depuis son retour, il ne supporte pas les portes fermées. C'est-à-dire que quand une porte est fermée, il craint que derrière, il y ait un assassin. Donc ça va pas fort. Vous l'avez évoqué souvent sur vos antennes, ce qu'ils ont vécu, l'enlèvement, la brutalité, l'inquiétude, les tortures psychologiques. Pour Ofer Calderon, certainement, il l'a dit, des sévices physiques, la torture. Il a bu de l'eau de mer, il n'a pas vu le jour, le soleil pendant des centaines de jours. Il a été enchaîné dans une cave. Et surtout, ils ont découvert le drame, c'est-à-dire la mort de leur grand-mère, pour Erez et Sahar, Carmela, qui était leur grand-mère, la destruction de leur kibbutz. Ils ont vu en chemin, les enfants, des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Ça va pas fort, mais bon, ils sont libres et je le sais, plutôt heureux de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est tout le paradoxe, justement. C'est pour ça que je voulais qu'on démarre cette interview ainsi. C'est que à la fois c'est traumatisant. Vous décrivez des choses absolument atroces. On a même du mal à l'imaginer. On n'y arrive pas d'ailleurs. Mais demain, il y a tous les otages qui vont être libérés. Et il y a des familles, on l'a entendu dans le reportage de Cyril de la Morinerie, qui est envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, il y a beaucoup d'espoir. Donc c'est vraiment un sentiment, vous l'avez vécu, on est partagé à la fois sur l'envie de retrouver ses proches et sur la crainte de les retrouver dans un état psychologique, comme vous l'avez décrit, extrêmement difficile. Oui, état psychologique évidemment très très difficile, puisque là ils ont été 2 ans quasiment jour pour jour enfermés, et on sait que des conditions, on leur a fait peur, on leur a fait croire qu'Israël avait été détruit, que leur famille était morte, on leur fait croire qu'ils seraient libérés l'après-midi même, et puis c'était pas vrai. Donc évidemment, psychologiquement, c'est sûr que ça ira très mal. Physiquement aussi, certains otages sont encore en traitement ou ont des séquelles de leur captivité. Vous vous souvenez de ces vidéos épouvantables qui ont été diffusées par le Hamas au mois d'août, de ces 2 otages qui étaient quasiment en train de creuser leur tombe dans une cave, complètement décharnés, amaigris, désespérés.
Et on s'attend à de nouvelles images aussi demain, celle du transfert de ces otages qui... Oui. Alors il y avait eu aussi effectivement, on a vécu ces mises en scène scandaleuses avec des serrages de main, des sourires, des prix. On a remis des diplômes de bons otages à certains otages qui ont été libérés. Incroyable. Je suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble quand même que dans les négociations à la demande des Américains, demain, enfin si les otages sont libérés, je l'espère à partir de demain. Les terroristes du Hamas l'ont promis en tout cas hier. On ne devrait pas avoir de genre de mise en scène avec, on l'a vu encore, des terroristes armés, masqués, espérons-le. Bon, après, ce ne serait jamais que pour les otages la dernière écume de ce qu'ils auraient subi. Bon, espérons que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ça ne semble pas être envisagé. Un mot, Olivier Jaoui, quand même sur l'espoir. Les familles d'otages à Tel Aviv, là, actuellement, elles se disent, ça y est, demain, nous allons retrouver nos proches. Il y a aussi... comment on vit cette attente? C'est ça ma question. Alors moi je suis français et parisien, mais oui. Je suis en relation d'abord avec ma propre famille, même si aujourd'hui dans ma famille les otages sont rentrés. Il y a une solidarité terriblement forte, sidérante depuis 2 ans, qui ne s'est jamais démentie entre les familles d'otages élargies à leurs proches, à leurs amis. La société israélienne, pour une très grande partie, a été évidemment, alors toute la société israélienne a été traumatisée à juste titre par les massacres terroristes, les assassinats, les viols du 7 octobre, et la grande majorité est restée très solidaire autour des familles d'otages. Donc oui, il y a un espoir très fort, et la société est très très tournée là-dessus. On a vu des manifestations avec des dizaines, peut-être même 100 000 personnes à Tel Aviv encore ces derniers temps, espérant maintenant se réunissant dans la joie, et puis avec un espoir peut-être de paix aussi, durable ou non, ça on verra, dans la région. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera demain en Égypte. Oui. Vous avez été assez, à juste titre d'ailleurs, assez sidéré quand le chef de l'État a décidé de reconnaître un État palestinien. On peut en parler d'ailleurs. Mais comment vous réagissez d'abord à la venue du chef de l'État demain en Égypte? Est-ce que de voir le président français sur place, c'est une bonne chose? Écoutez, libre au président de faire ce qu'il veut. J'imagine qu'il a été invité. On a un peu l'impression qu'il va venir chercher un petit peu de lumière, qui est plutôt celle du président Trump. Quoi qu'on pense du président Trump, quoi qu'on pense de Netanyahou aussi, qui a énormément de défauts et qu'on peut beaucoup critiquer, ils sont arrivés à un accord, et c'est évidemment les efforts du président américain. C'est même presque amusant et même paradoxal de voir une grande partie des familles d'otages qui sont des familles de kibboutz, donc plutôt de ce qu'on va appeler la gauche israélienne, qui n'a rien à voir, heureusement d'ailleurs, avec la gauche française, se réjouir et aujourd'hui louer un président américain qui ne partage pas toujours les valeurs. Donc, le président Macron y aille, il ne sera pas tout seul, il y aura beaucoup de chefs d'État. Je crois que ce qui est important, c'est les Turcs, les Égyptiens, je ne sais pas s'il y aura les Saoudiens, mais en tout cas, c'est plutôt des puissances régionales qui vont, elles, s'investir, s'engager pour faire fonctionner Gaza, désarmer, j'espère, le Hamas, et puis elles auront elles-mêmes maintenant à supporter le poids de Gaza. Voilà, je veux dire que ce que fait le président Macron, je crois, aujourd'hui, n'a pas une importance. Sur la reconnaissance de la Palestine, vous l'avez dit, c'était pas vous n'avez pas compris, en fait, pourquoi il l'a fait à ce moment-là? Non, c'était pas utile. Aujourd'hui, on nous fait croire que ça a contribué à l'accord. Moi, je crois que ça n'a pas eu vraiment d'importance. Il n'y avait pas de conditions, alors qu'au départ, en juin, le président avait prévu des conditions qui ont soudainement disparu. Et puis, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Non, je vous en prie. Et puis, tout simplement, ce qui m'avait, moi, le plus choqué dans cette affaire, qu'on n'a peut-être pas assez rappelé, c'est que la reconnaissance de l'État palestinien par la France était faite en coprésidence à l'Assemblée générale de l'ONU, en coprésidence avec l'Arabie saoudite, qui elle-même ne reconnaît pas Israël. C'est complètement sidérant. Je veux dire, comment des pays qui ne reconnaissent pas depuis 70 ans l'État d'Israël reconnu par la communauté internationale viennent aujourd'hui ou espérer dicter sa conduite à Israël. Bon, aujourd'hui, ils s'engagent, ils ont besoin de la paix. Emmanuel Macron était à leur côté, c'est ce qui vous a choqué? Oui, c'était une coprésidence. C'était vraiment coprésidé par la France et l'Arabie saoudite. Alors, si par contre Emmanuel Macron avait obtenu au moins d'un seul pays arabe qui aujourd'hui ne reconnaît pas Israël la reconnaissance, là il y aurait eu quelque chose de vraiment positif et on aurait pu en féliciter le président.
aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, cette reconnaissance. Merci beaucoup Olivier Jaoui, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes président de l'association Vie brisée 7 octobre et membre de la famille de l'ex-otage Ofer Calderon. Merci à vous d'avoir été avec nous. Europe 1, il est 8h22.